Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un grand plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous présenter un cours relatif aux électrolytes forts. La méthode donc de calcul des grandeurs thermodynamiques d'un gaz non parfait est sûrement donc inapplicable à un gaz composé de particules chargées ou bien un électrolyte, selon, donc interagissant bien sûr, selon la loi de Coulomb. Puisque dans ce cas, les intégrales figurant dans les formules donc divergent. Donc il faut faire une étude spéciale de ce type de gaz, tel qu'un plasma par exemple, classique, ou bien un électrolyte fort. Donc un plasma classique est un gaz complètement ionisé. Alors dans ce cas, dénotons par Za fois E les charges des particules. L'indice A servant à distinguer les différentes sortes d'ions, où E est la charge élémentaire et Za est la valence, bien sûr, négative ou positive des ions, ou bien le nombre entier positif et négatif. Notons Na0, le nombre d'ions de la sorte ou bien du type A contenu dans l'unité de volume du gaz. Le gaz pris en entier est évidemment électriquement neutre, c'est-à-dire sigma Za fois Na0 égale 0. Donc Na représente donc une sorte de densité d'ions, densité volumique d'ions. Admettons que le gaz est proche du gaz parfait, donc, ou bien le cas d'un électrolyte fort est bien sûr dilué, c'est-à-dire les interactions entre le solvant et les particules du solité sont bien sûr négligeables. Donc, dans ce cas, donc, ce sont seulement les interactions coulombiennes, ou bien les interactions électrostatiques qui vont être prises, bien sûr, en compte. Il faut pour cela que l'énergie moyenne des interactions coulombiennes de deux ions, donc qui est bien sûr voisine de Z fois E le tout carré sur R, avec R, bien sûr, est de l'ordre de grandeur de l'inverse de la racine cubique de la densité, représente bien entendu la distance moyenne entre les ions. Cette énergie donc doit être petite ou bien négligeable devant l'énergie cinétique moyenne des ions ou bien l'agitation thermique. Dans ce cas, il est donc dans l'ordre de grandeur de T, la température. Alors on pose bien sûr que la constante de Boltzmann égale à l'unité. On doit donc avoir le fait que Z fois E le tout au carré fois N à la puissance 1 sur 3 soit très inférieur par rapport à T, ou bien la densité N soit très inférieure à T cube sur Z carré fois E carré, ou bien T sur Z carré fois E carré, le tout au cube. Par suite de la neutralité électrique, bien sûr, du plasma ou de l'électrolyte, si toutes les particules qui le composent étaient réparties uniformément dans l'espace indépendamment les unes des autres, la valeur moyenne de l'énergie d'interaction coulombienne serait nulle. De ce fait, les premières corrections aux grandeurs thermodynamiques du plasma, c'est-à-dire par rapport à leur valeur pour un gaz parfait, n'apparaissent que lorsqu'on tient compte des corrélations entre les positions des particules différentes. C'est donc pour souligner ces circonstances que nous dirons qu'il s'agit de correction de corrélation. Commençons par la correction E-corps à l'énergie du plasma. Selon l'électrostatique, l'énergie des interactions électriques d'un système de particules chargées peut être représentée par la demi-somme des produits des charges électriques par les potentiels du champ créés par toutes les autres charges à l'emplacement des charges considérées. Dans le cas présent, on peut écrire V, le volume, ou bien 10 fois la moitié, bien sûr, de la somme sur tous les types
ou bien sur toutes les sortes des ions, fois E, la charge élémentaire, fois ZA, la valence des ions, fois NA0, la densité initiale des ions, fois phi A, le potentiel du champ créé par les ions. Bien sûr, ce potentiel auquel est soumis un ion du type ou bien de la sorte A et qui est le produit par toutes les autres charges. Pour calculer ces potentiels, on utilisera le procédé suivant, bien sûr, le fameux procédé des deux grands physico-chimistes, le hollandais ou bien le physico-chimiste hollandais Peter Debye, donc lauréat du prix Nobel de chimie en 1936, ainsi que le physico-chimiste allemand Erich Hückel, bien sûr connu par ses travaux pour les électrolytes forts, la chimie colloïdale, la chimie organique, ainsi que bien sûr la chimie quantique par sa célèbre méthode de Hückel des orbitales moléculaires. Alors, ce procédé qu'on va développer a été utilisé par ces deux physico-chimistes pour bien sûr calculer les grandeurs thermodynamiques des électrolytes forts. Chaque ion crée autour de soi un nuage ionique ou bien une atmosphère ionique chargée de façon uniforme, qui en moyenne présente une symétrie sphérique. Cela signifie que si on repère un ion dans le gaz ou bien dans l'électrolyte, et si on étudie la densité de distribution des autres ions par rapport à l'ion repéré, cette densité ne dépendra que de la distance R jusqu'au centre. Notons Na, la densité de distribution des ions de la sorte A dans ce nuage ionique. L'énergie potentielle de chaque ion de la sorte A dans le champ électrique qui règne autour de cet ion est égale à Za fois E fois phi, où phi est le potentiel scalaire du champ électrique. En appliquant bien sûr la distribution de Boltzmann, qui donne donc la variation de la densité par rapport à la température, on peut écrire Na égale Na0 fois l'exponentielle de moins Z A fois E fois phi, le tout sur Kt ou bien T dans ce cas. Euh, j'ai déjà mentionné auparavant que la constante de Boltzmann est prise égale à l'unité. On a posé que le coefficient constant était égal à Na0 puisque loin du centre où phi tend vers 0, la densité du nuage ionique devient égale à la densité ionique moyenne du gaz. Le potentiel phi du champ régnant dans le nuage ionique est lié à la densité des charges qui s'y trouvent, égale bien entendu à sigma EZANA par l'équation de Poisson. C'est la fameuse équation qui découle de la deuxième équation de Maxwell-Gauss, qui est delta phi égale moins 4pi fois E fois sigma A fois ZA fois NA. Alors, Simon de Poisson, c'est un grand mathématicien et physicien, bien sûr, français. Et James Clerk Maxwell, c'est le père, bien sûr, de l'électromagnétisme moderne, le physicien écossais. Alors, les formules 78,4, 78,5 forment ensemble le système d'équation du champ électrique autocongruent des électrons et des ions dans le cas des plasmas et des cations et des anions dans le cas bien sûr des électrolytes forts. Euh, Figurons aussi que delta c'est l'opérateur de Laplace ou bien l'opérateur laplacien. Donc, selon notre hypothèse, les interactions mutuelles des ions sont relativement faibles et l'énergie EZA fois phi est donc petite par rapport à l'énergie cinétique des ions, bien l'énergie de l'agitation thermique. De façon approchée, on peut donc développer la formule exponentielle de la densité comme suit. Na égale Na0 moins Na0 fois EZA sur T fois phi. En la substituant dans 78,5, on obtient, compte tenu de la condition 78,1, établissant la neutralité du gaz tout entier, l'équation suivante. Delta phi moins
kappa carré fois phi égale 0. Où on a introduit bien sûr la notation kappa carré égale 4 pi E carré sur T fois sigma A NA0 fois ZA0. Donc cette grandeur, c'est l'inverse bien sûr de la longueur de Debye ou bien la largeur de l'atmosphère ionique. La solution de l'équation donc 78,7, vérifiant la condition de la symétrie sphérique, peut s'écrire comme ceci. Donc phi égale une constante fois l'exponentielle de moins kappa r sur r. Donc c'est un potentiel écranté. À proximité immédiate du centre, le champ doit se réduire au champ purement coulombien. Donc ça vient du nom de Charles de Coulomb, le physicien français. De la charge bien sûr considérée, dont la valeur sera dénotée par ZB fois E. Autrement dit, pour R petit, on doit avoir phi donc égale approximativement E fois ZB sur R. Donc un champ coulombien. Par conséquent, on doit poser la constante, donc dans ce cas, égale à ZB fois E. Et la distribution cherchée du potentiel est donnée par la formule, bien sûr, phi égale E fois ZB fois l'exponentielle de moins kappa R sur R. Donc c'est un potentiel écranté donc, qui nous rappelle le fameux potentiel de Yukawa. Ce résultat, bien entendu, montre notamment que le champ devient très petit à des distances qui sont grandes par rapport à 1 sur kappa. Par conséquent, on peut considérer la distance 1 sur kappa comme définissant les dimensions du nuage électronique ou bien la largeur de l'atmosphère ionique créée par l'ion considéré et on l'appelle bien sûr le rayon de Debye ou bien la longueur de Debye. Tous ces calculs ne sont valables que si ce rayon est grand devant les distances moyennes entre les ions. Et cette condition coïncide naturellement avec la condition déjà posée 78.2. En développement, le potentiel 78.9 en série, pour les petites valeurs de kappa R, on obtient donc E fois ZB sur R moins E fois ZB fois kappa plus des termes bien sûr supérieurs qui sont bien sûr des termes des interactions dipôle-charge, des interactions dipôle-dipôle, quadrupôle-dipôle, quadrupôle-quadrupôle et ainsi de suite. Donc ces termes sont négligeables dans l'approximation de Debye-Hückel. Puisque ces termes donc s'annulent pour R égale 0, donc on les a bien évidemment omises. Le premier terme représente le champ coulombien de l'ion considéré. Le second terme représente le potentiel produit par tous les autres ions du nuage à l'emplacement de l'ion considéré. C'est donc la quantité qui doit être substituée dans la formule 78.3. Phi A égale donc moins E fois ZA fois kappa. Ainsi, la partie corrélationnelle de l'énergie du plasma égale donc moins V sur 2 fois kappa fois E carré fois sigma A, la somme c'est-à-dire sur toutes les sortes des ions, fois Na0 fois ZA au carré, égale V fois E cube fois la racine carrée de pi sur T, la température, fois sigma Na 0 fois ZA au carré, le tout à la puissance 3 sur 2. Ou en introduisant le nombre total des ions de tous les types, on peut écrire Na égale Na0 fois V. D'où l'énergie de corrélation égale moins E cube fois la racine carrée de pi fois T fois V. T, bien sûr, il inclut la constante de Boltzmann. Le tout fois sigma 1, la somme c'est-à-dire sur tous les ions, fois Na, fois ZA au carré, le tout à la puissance 3 sur 2. Cette énergie est inversement proportionnelle à la racine carrée de la température et du volume du gaz ou de l'électrolyte. En intégrant la relation thermodynamique de Gibbs-Helmholtz, c'est-à-dire E sur T carré égale moins la dérivée partielle par rapport à la température de F sur T, on déduit bien sûr de la formule de l'énergie de corrélation la correction qu'il faut apporter à l'énergie libre. Donc F égale F dans le cas de la solution bien sûr diluée
idéal ou bien le gaz parfait, moins le terme donc de la solution réelle, bien sûr, diluée ou bien le gaz réel, ou bien du plasma plutôt, moins de E cube sur 3 fois la racine carrée de pi sur t fois V, le tout fois sigma A fois NA fois ZA au carré, le tout à la puissance 3 sur 2. La constante d'intégration est posée dans ce cas égale à 0, puisque pour une température infinie, on doit avoir bien sûr F égale donc F du gaz parfait ou bien F de la solution idéale. On en déduit bien sûr la pression dans ce cas égale N fois T sur V moins E cube sur les 3 fois V à la puissance 3 sur 2, le tout fois la racine carrée de pi sur T fois multiplié par sigma A fois NA fois ZA au carré, le tout à la puissance 3 sur 2, où N égale sigma NA. Et pour calculer le potentiel thermodynamique à de la partie bien sûr de F, l'énergie, c'est-à-dire euh, libre bien sûr de Helmholtz, on appliquera le théorème des petits incréments, bien sûr, ce qui revient à considérer le deuxième terme de 78,12 comme un petit incrément à l'énergie libre, bien sûr, du gaz parfait ou bien de la solution idéale, que l'on exprime en fonction de la pression et de la température à l'approximation convenable. Donc phi donc égale phi dans le cas parfait moins 2 E cube sur 3T fois pi fois la pression sur N, le taux à la puissance N demi, fois sigma NA fois ZA au carré, le taux à la puissance 3 sur 2. Donc ce procédé ne pouvait être utilisé pour passer de 78,11 à 78,12, puisque l'énergie de 78,11 n'a pas été donnée en fonction de l'entropie et du volume. Donc, et cette formule n'est nullement liée au caractère coulombien des interactions entre particules. Donc, maintenant, on va développer, bien sûr, une méthode donc plus générale et plus sophistiquée de Nikolai Bogoliubov, le grand physicien russe, connu bien sûr par ses travaux en théorie quantique des champs et en théorie de la supraconductivité et de la suprafluidité, la théorie quantique bien entendu. Alors la méthode de Debye-Hückel que nous avons mise en œuvre dans le paragraphe précédent est simple et physiquement évidente. D'autre part, le principal défaut de cette méthode réside en ce qu'elle ne permet pas de procéder à des généralisations pour calculer les approximations suivantes relatives aux concentrations. C'est-à-dire tout simplement, il s'applique que pour les solutions diluées. Il néglige tous les types des interactions, donc, et il ne prend en compte que les interactions coulombiennes. Il néglige les interactions solvant, bien sûr, soluté, c'est-à-dire les interactions de solvatation. Il néglige également les corrections quantiques, ainsi que la déformabilité des ions. Donc, il considère les ions comme ponctuels et comme possédant donc une symétrie sphérique. Alors, c'est pour cela que nous allons exposer très brièvement une autre méthode de calcul élaborée bien sûr par le Bogoliubov en 1946, qui bien que plus compliquée, présente l'avantage de permettre ne serait qu'en principe le calcul des termes suivants des développements en série des grandeurs thermodynamiques. C'est-à-dire les termes, donc prenons en compte les autres types d'interactions et prenons en compte bien sûr le cas des solutions concentrées. Alors, le calcul bien sûr de ces termes donc, se fonde sur l'étude des fonctions dites les fonctions de corrélation entre les positions simultanées de plusieurs particules en des points donnés de l'espace. La fonction la plus simple est aussi la plus importante est la fonction de corrélation binaire, oméga AB, qui est proportionnelle à la probabilité de trouver simultanément deux particules, c'est-à-dire deux ions, en des points RA et RB donnés. Les deux ions A et B peuvent être de même espèce ou d'espèces différentes.
comme le gaz est isotrope et homogène, c'est-à-dire possède les mêmes propriétés donc, par rapport à chaque point et pour chaque direction, cette fonction donc ne dépend que des coordonnées ou bien de la distance r qui est égale à la valeur absolue de RB moins RA. Nous choisirons pour la fonction oméga AB un coefficient de normalisation de telle sorte qu'elle tende vers l'unité lorsque R tend vers l'infini, c'est-à-dire qu'il ne diverge pas ou bien qu'il ne tend pas vers zéro. Si la fonction oméga AB est connue, on peut calculer l'énergie de corrélation en intégrant à l'aide de la formule suivante. L'énergie de corrélation égale 1 sur 2 V carré fois sigma AB fois NA fois NB fois le double intégral de oméga AB fois oméga AB intégré bien sûr respectivement sur D de VA et D de VB, où la sommation se fait sur toutes les sortes d'ions et où UAB est l'énergie d'interaction coulombienne d'une partie d'ion se trouvant à une distance r de l'autre. Ou bien sûr, cette formule, donc, il nous donne un aperçu sur le caractère pair de telles interactions. Alors, selon la formule de la distribution de Gibbs, la fonction oméga AB est donnée par l'expression oméga AB égale V, égale plutôt 1 sur V à la puissance n moins 2, fois l'intégrale de l'exponentielle de f moins f parfait moins u, l'énergie interne, divisé par t, fois d de V1 fois d de V2, jusqu'à d de Vn moins 2, où u est l'énergie d'interaction coulombienne de tous les ions. L'intégration se fait sur les coordonnées de tous les ions à l'exclusion des deux ions considérés. Pour le calcul approché de cette intégrale, on utilisera le procédé suivant. Différenciant l'égalité 79,2 par rapport aux coordonnées de l'ion B, donc on obtient la dérivée partielle de oméga AB par rapport à RB égale moins oméga AB sur T fois la dérivée partielle de UAB par rapport à RB moins 1 sur VT fois sigma, bien sûr, sur tous les types de particules, fois NC fois l'intégrale de la dérivée partielle de UBC par rapport à RB fois oméga ABC sur D de VC, où la sommation dans ce cas, donc pour le dernier terme, se fait sur toutes les sortes d'ions. Et oméga ABC est la fonction de corrélation ternaire, c'est-à-dire de trois ions définis par oméga ABC égale 1 sur V à la puissance n sur 3 fois l'exponentielle de f moins f parfait moins u sur t, intégré bien sûr cette intégrale sur d de V1 fois d de V2 jusqu'à d de V de comme indice de n moins 3. Donc c'est une expression analogue à l'expression bien sûr de l'interaction binaire ou bien de l'interaction paire. En supposant que le gaz est suffisamment rarifié ou bien que l'électrolyte est suffisamment dilué, en ne se considérant que les termes du premier ordre, on peut exprimer la fonction de corrélation ternaire en fonction des corrélations binaires. Effectivement, si on exclut la possibilité pour les trois ions de se trouver côte à côte, on aura bien entendu oméga ABC égale oméga AB fois oméga BC fois oméga AC. Dans cette même approximation, on peut poser que même les paires des particules ne peuvent se trouver à des distances assez petites pour que oméga AB soit notablement différent de l'unité. En introduisant bien sûr les petites quantités, oméga AB A égale oméga AB moins 1. Et en négligeant bien sûr leur puissance supérieure, on peut écrire oméga ABC égale oméga AB plus oméga BC plus oméga AC plus 1. Si on porte cette expression dans l'intégrale du second membre de l'équation 79,3, seul subsistera le terme en oméga AC. Les autres termes étant identiquement nuls par suite de l'isotropie du gaz ou bien du plasma ou bien de l'électrolyte.
Il suffit de poser oméga AB égale 1 dans le premier terme à droite de l'équation 79,3. Ainsi, donc, la dérivée partielle de oméga AB par rapport à RB égale moins 1 sur T fois la dérivée partielle de UAB par rapport à RB moins 1 sur T fois V fois sigma sur donc la sorte C fois NC, le nombre des ions de type C, fois l'intégrale de oméga AC fois la dérivée, bien sûr, de UBC par rapport à RB fois D de VC. Prenons maintenant la divergence des deux membres de cette égalité en remarquant que oméga AB, c'est-à-dire l'énergie d'interaction des ions A et B, égale ZA fois ZB fois E carré sur R, et R égale RB moins RA. Et en tenant compte de la formule connue, bien sûr, le Laplacien de 1 sur R égale moins 4pi fois delta R, où delta R est la fonction de Dirac, du nom du physicien Paul Adrian Maurice Dirac, le grand physicien anglais et l'un des pères de la théorie quantique et de la théorie quantique relativiste également. Après cela, l'intégration devient triviale du fait de la présence de la fonction de Dirac delta. On trouve dans ce cas delta oméga AB en fonction de la distance R égale 4pi ZA fois ZB fois E carré sur T fois delta R plus 4pi E carré fois ZB sur T fois V fois sigma C de NC fois ZC fois oméga AC en fonction de R. Cherchons une solution de ce système d'équations sous la forme oméga ABR égale ZA fois ZB fois oméga R afin que le système se réduise à une seule équation qui peut s'écrire comme suit. Delta oméga R moins kappa carré fois oméga R égale 4pi fois E carré sur T fois delta R. Cette équation, bien sûr, est de la même forme que l'équation 78-17 que l'on rencontre dans la méthode de Debye-Hückel. Le terme contenant la fonction delta de Dirac dans 79.8 correspond à la condition aux limites pour R tend vers 0 imposée à la fonction phi R, c'est-à-dire le potentiel électrostatique local, dans l'expression 78.7. L'équation 79.8 a pour solution oméga R égale moins E carré sur T fois l'exponentielle de moins kappa R sur R. Et ce qui définit les fonctions de corrélation binaire dans le plasma ou bien dans l'électrolyte. Pour calculer l'énergie, il suffit de substituer oméga AB donné par 79,4, 79,7, 79,9 dans 79,1. En intégrant ensuite sur les coordonnées relatives des deux particules, on obtient en fin de compte l'énergie de corrélation donc égale moins V sur 2 fois la somme sur A et B de NA fois NB fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de ZA fois ZB fois E carré sur R fois ZA fois ZB fois E carré sur R fois T fois l'exponentielle de moins kappa R, kappa c'est bien sûr l'inverse du rayon de Debye, fois 4 pic R carré intégré sur T de R. Le terme 1 figurant dans oméga AB n'apporte donc aucune contribution à l'énergie puisqu'on a imposé la neutralité électrique bien sûr du milieu, que ça soit un plasma ou bien un électrolyte fort. Après intégration, on retrouve bien sûr le résultat 78,11. Dans l'approximation bien sûr suivante, les calculs deviennent laborieux. L'hypothèse, bien sûr, 79,5 devient insuffisante et on doit introduire des corrélations ternaires qui ne se ramènent plus à des corrélations binaires. On obtient pour ces corrélations ternaires une équation analogue à l'équation 79,3 qui contient bien sûr des corrélations quaternaires qui en deuxième approximation se ramènent à des corrélations ternaires. Donc c'est le calcul bien sûr de Vedenov et Larkin donc en 1952, 59 plutôt. Alors, pour les donc concentrons-nous maintenant avec donc
beaucoup plus d'ampleur sur les électrolytes forts. La méthode du développement des grandeurs thermodynamiques suivant les puissances de la concentration, donc utilisée bien sûr pour les solutions bien sûr neutres et bien sûr absolument inutilisable pour les solutions d'électrolytes forts. Pour ces substances qui se dissocient donc presque complètement en ions à la suite de leur dissolution, donc au contraire, ou bien à l'opposé des électrolytes faibles de Arrhenius et de Kohlrausch. Donc, comme les forces d'interaction coulombienne donc, entre les ions diminuent lentement avec l'accroissement de la distance, on voit donc apparaître des termes qui sont proportionnels à la concentration élevée à une puissance inférieure à 2 ou réellement à la puissance 3 sur 2. Ici, on peut introduire donc la force ionique de la solution. Bon, cette grandeur a été introduite par le grand physico-chimiste américain Gilbert Newton Lewis ainsi que Randall, donc, qui est donc relié euh, à la concentration ainsi que qu'à la valence des ions. Donc, il est facile de se rendre compte que le problème de la détermination des grandeurs thermodynamiques des solutions faibles d'électrolytes forts, c'est-à-dire les solutions diluées d'électrolytes forts, se ramène au problème de gaz complètement ionisé qu'on a déjà développé. Donc, c'est la méthode de Debye-Hückel, bien entendu. Pour s'en assurer, il suffit de se fonder sur une formule statistique fondamentale de l'énergie libre. Effectuons bien sûr l'intégration dans l'intégrale statistique en deux étapes. L'intégrale statistique ou bien la fonction de partition statistique a été introduite par Max Planck en physique, en thermodynamique statistique plus précisément. Donc cette intégration s'effectue en deux étapes. On intègre d'abord sur les coordonnées et les impulsions des molécules du solvant et l'intégrale statistique se présente alors sous la forme l'intégrale de l'exponentielle de moins f en fonction de pq sur t intégrée sur t de oméga. Bien sûr, ici, oméga, c'est donc elle est intégrée dans l'espace des phases. Donc, il est étendu seulement à l'espace des phases des particules de l'électrolyte ou FPQ, donc l'énergie libre du solvant, sont incorporés les ions dans les coordonnées et les impulsions jouent le rôle de paramètres. Ici, donc, FPQ est un champ scalaire non local car il dépend à la fois de la quantité de mouvement et des coordonnées. Selon bien sûr les lois de l'électrodynamique, l'énergie libre d'un système de charge répartie dans un milieu, dont le volume et la température sont donnés, se déduit de l'énergie bien sûr des charges dans le vide en divisant les produits de chaque paire de charges par la constante diélectrique epsilon du milieu, c'est-à-dire la permissivité diélectrique du milieu. La deuxième étape du calcul de l'énergie libre de la solution est identique au calcul déjà effectué auparavant dans bien sûr, le paragraphe 78. Ainsi, la contribution cherchée de l'électrolyte fort à l'énergie libre de la solution est donnée selon l'équation, bien sûr, 78-12 par l'expression. Donc, ici, donc, il figure également la constante diélectrique ou bien la permissivité diélectrique. Et on écrit cette correction comme ceci, donc moins 2 E cube, la charge élémentaire, sur 3 fois epsilon, bien sûr la constante diélectrique du solvant à la puissance 3 sur 2, fois pi sur T fois V, V le volume de la solution, à la puissance 1 demi, fois sigma Na fois ZA au carré, le tout à la puissance 3 sur 2. Alors, le terme, ce facteur sigma Na fois ZA au carré, donc, on l'appelle bien sûr la force ionique de la solution où la sommation se fait sur toutes les sortes d'ions se trouvant dans la solution. Conformément aux désignations de ce chapitre, notons Na le nombre total d'ions de la sorte A dans tout le volume de la solution. La même expression donc donne la contribution au potentiel thermodynamique calculé pour la pression et la température données. En introduisant le volume moléculaire Vpt du solvant à l'aide de la relation donc V égale approximativement N fois V, écrivons le potentiel thermodynamique de la solution sous la forme sigma égale N fois mu0
qui est le potentiel chimique, fois plus plutôt sigma A, donc phi égale n fois mu 0, plus sigma A fois Na fois T fois le logarithme népérien de Na sur En, plus Na fois psi A, moins 2 fois E à la puissance 3 sur 3 fois epsilon, la constante électrique à la puissance 3 sur 2 fois pi sur Vt racine carrée, fois N, fois sigma Na fois Za au carré, qui représente bien sûr cette somme, la force ionique de la solution sur N, le tout à la puissance 3 sur 2. En appliquant les règles connues, on en déduit toutes les propriétés thermodynamiques des solutions d'électrolyte. Pour calculer la pression osmotique dans ce cas, écrivons d'abord l'expression du potentiel chimique du solvant. Epsilon égale mu 0, donc le cas parfait, moins T sur N fois sigma Na, plus E cube sur 3 epsilon à la puissance 3 sur 2 fois pi sur Vt, V représente le volume moléculaire, le taux à la puissance 1 demi fois sigma Na fois Z à carré, le tout sur N à la puissance 3 sur 2. Alors, il faut mentionner que cette proposition suppose que les distances entre les ions sont grandes toujours par rapport aux dimensions moléculaires. Or, d'après ce qu'on a déjà développé dans l'approximation adoptée, la principale contribution aux grandeurs thermodynamiques provient des interactions à ces distances-là. Alors, en procédant comme donc pour le calcul de la pression osmotique à la surface de la séparation avec le solvant pur, on peut écrire la contribution à la pression osmotique des interactions ioniques. Donc delta P égale T sur V fois sigma Na moins E cube sur 3 fois epsilon à la puissance 3 sur 2 fois pi sur T à la puissance 1 demi, le tout fois sigma Na fois Z à carré sur V à la puissance 3 sur 2. L'enthalpie de la solution dans ce cas est W égale moins T carré fois sigma phi, la dérivée partielle du potentiel thermodynamique par rapport à T, le tout sur T, ou bien sigma, la dérivée partielle plutôt par rapport à la température du rapport du potentiel thermodynamique sur la température à pression bien sûr constante, égale n fois oméga 0 moins T carré fois sigma A fois Na fois la dérivée partielle par rapport à la température de psi A sur T plus 2E carré sur 3 fois pi sur N à la puissance 1 demi fois sigma Na fois Z à carré à la puissance 3 sur 2 fois T carré fois la dérivée partielle par rapport à la température de 1 sur epsilon, la constante diélectrique, à la puissance 3 sur 2 fois T, la température à la puissance 3 sur 2 fois la racine carrée du volume moléculaire. On en déduit dans ce cas la chaleur de dissolution qui est libérée, bien sûr, lorsqu'on dilue la solution à pression et température constante dans une très grande quantité du solvant, de façon que la concentration tende vers zéro. Cette quantité de chaleur est égale à la variation d'enthalpie qui résulte de cette dilution. Les termes qui sont linéaires par rapport au nombre de particules s'éliminent évidemment des différences correspondantes. On en tire bien sûr de 92,4 la chaleur de dissolution qui est égale à 2 fois E à la puissance 3 fois pi à la puissance 1 demi sur 3 fois n fois sigma Na fois Z à carré sur n à la puissance, le tout à la puissance 3 sur 2 fois T carré fois la dérivée partielle par rapport à la température de 1 sur epsilon à la puissance 1, 3 sur 2 fois T à la puissance 3 sur 2 fois V, le volume moléculaire à la puissance 1 demi. Dans ce cas, la seule condition qui doit être respectée pour que ces formules soient valables est la petitesse de la concentration. En effet, dire que l'électrolyte est fort revient à affirmer que l'énergie d'attraction entre les ions de sortes différentes est toujours plus petite que T. Il en résulte que l'énergie d'interaction sera en tout cas petite devant T, à des distances qui sont grandes par rapport aux distances moléculaires. Or, la condition selon laquelle
la solution doit être diluée, n donc est très inférieur à n le nombre total, signifie justement que la distance moyenne entre les ions est grande par rapport aux dimensions moléculaires. Il en découle automatiquement la condition d'après laquelle l'interaction doit être faible et qui se trouve à la base des approximations utilisées dans le paragraphe 78. L'approximation, donc, c'est n sur v est très inférieur plutôt à epsilon fois t sur z carré fois e carré, le tout à la puissance 3. Alors, développons maintenant un problème ou bien un exercice d'application avec solution. Calculer la variation de solubilité supposée petite d'un électrolyte fort lorsqu'on ajoute à la solution une quantité donnée d'un autre électrolyte dont tous les ions sont différents des ions du premier électrolyte. Alors voyons la solution. La solubilité ou bien la concentration de la solution saturée d'un électrolyte fort est déterminée par l'équation. Alors, du potentiel chimique bien entendu. Alors, potentiel chimique de la solution à pression et température constante égale sigma A de nu A fois mu A égale T fois sigma nu A fois le logarithme népérien de Na sur N plus sigma nu A fois psi A moins E cube sur 3 sur epsilon à la puissance 3 sur 2 fois pi fois N fois V fois T à la puissance n demi fois sigma A fois VA fois ZA au carré fois sigma B de NB fois ZB au carré, le tout à la puissance n demi. Où mu donc, de la solution est le potentiel chimique de l'électrolyte pur à l'état solide et nu A le nombre des ions de la sorte A contenus dans une molécule d'électrolyte. Lorsqu'on ajoute les ions étrangers à la solution, les potentiels chimiques des ions propres deviennent ou bien doivent varier puisque la somme sigma Na fois Zb carré, c'est-à-dire la force ionique de la solution, qui doit comprendre tous les ions présents donc, dans la solution, se trouve modifiée. En définissant la solubilité C0 à l'aide de la relation donc Na sur N égale nu A fois C0, on trouve sa variation en faisant varier l'expression donc 1 pour des pressions et températures données. Alors, delta C0, c'est-à-dire la variation de la solubilité dans ce cas, égale pi à la puissance 1 demi fois E cube, fois sigma Na fois ZB carré, le tout à la puissance 1 demi, c'est-à-dire la racine carrée de la force ionique, divisé par 2 epsilon à la puissance 1 demi, la constante, plus à la puissance 3 sur 2, la constante d'électrique du solvant, fois le volume moléculaire à la puissance 1 demi, fois la température à la puissance 3 sur 2, fois la densité des ions, densité totale des ions à la puissance 3 sur 2, fois sigma Va, le tout fois delta de sigma NB fois ZB, c'est-à-dire la variation de la force ionique. La sonde placée sous le signe delta ne contient que les ions étrangers, bien entendu, et on notera que dans les conditions considérées, la solubilité augmente. Passons maintenant à l'étude, bien sûr, de la tension superficielle des solutions d'électrolytes forts. Alors ici, donc, représente une généralisation de la théorie de Debye-Hückel, qui a été bien sûr développée, qui a été mise en œuvre par le grand physico-chimiste, bien sûr, norvégien Lars Onsager, le lauréat du prix Nobel de chimie en 1968 pour ses travaux sur la thermodynamique, bien sûr, des processus irréversibles et les structures dissipatives. Il a aussi donc pu résoudre donc le problème d'Ising ou bien le modèle d'Ising en transition de phase, bien sûr, du second ordre. Il a des grands travaux en théorie quantique de la superfluidité, ainsi que en théorie, bien sûr, en théorie du moment dipolaire et des propriétés dipolaires des liquides. Alors, on peut calculer sous une forme générale la variation de la tension superficielle d'un liquide résultant de la dissociation d'un électrolyte fort si la solution obtenue est diluée. Donc, ce sont les travaux, on va exposer le travail de Onsager et
Samaras, datant de 1934. Notons oméga A X, l'énergie supplémentaire que possède un ion de l'espèce A, du fait de l'existence d'une surface libre se trouvant à une distance X de cet ion, oméga A en fonction de X tend vers 0 lorsque X tend vers l'infini. Près de la surface, la concentration ionique diffère de la concentration Ca dans la masse de la solution d'un facteur donc qui est égal à l'exponentielle de moins oméga A sur T égale à peu près 1 moins donc oméga A sur T. Donc c'est l'approximation donc avec laquelle on peut développer l'exponentielle. De ce fait, la contribution de la surface au nombre total de ces ions dans le liquide est égale à donc NaS égale delta fois Ca, le tout sur V fois T fois l'intégrale de plus l'infini à 0 de oméga A fois T de X, où V est le volume moléculaire du solvant. Pour calculer la tension superficielle, on part de la relation. Donc S, la surface, fois D de alpha, c'est-à-dire la tension superficielle, moins sigma égale moins sigma sur tous les sortes des ions fois NaS, des ions se trouvant à la surface de la solution, fois D de mu', où la sommation se fait sur toutes les espèces d'ions se trouvant dans la solution. Pour les solutions diluées, le potentiel chimique peut s'écrire comme suit: K fois T fois ln de Ca plus psi A, où de alpha fois T de S, la contribution donc surfacique ou superficielle, égale moins T fois sigma. Donc A donc NaS sur Ca intégré sur D de Ca. En y substituant bien sûr 158, on trouve la différentielle de la tension superficielle de θ de alpha égale 1 sur V fois sigma A de la différentielle de la concentration des ions d'espèce A fois l'intégrale de plus infini à 0 de oméga A de X. On verra donc par la suite que la principale contribution à l'intégrale est due aux distances x qui sont grandes devant les distances intermoléculaires, mais petites devant le rayon de Debye 1 sur kappa. L'énergie oméga A se comporte plutôt deux parties. La première égale à epsilon moins 1 sur epsilon fois epsilon plus 1, le tout fois E carré fois ZA carré sur 4pi, plus E fois ZA fois phi x. Le premier terme est lié à la force dite la force d'image, bien connue bien sûr en électrochimie surtout, qui s'exerce sur toute la charge EZA par la surface. Donc ce sont les interactions des charges ponctuelles des ions avec la surface électriquement chargée de l'électrode. Donc ces forces interviennent beaucoup en électrochimie, en chimie des électrolytes, ainsi pour l'étude bien sûr de la double couche électrique dans les solutions colloïdales ou bien dans les surfaces électriquement chargées. Donc la charge EZA se trouvant dans un milieu de constante électrique epsilon à une distance x de la surface, comme j'ai déjà dit. Comme x est très inférieur à 1 sur kappa, donc est très inférieur au rayon de Debye, l'effet d'écran du nuage ionique entourant la charge considérée ne modifie pas cette énergie. Dans le second terme, psi x dénote la variation due à l'existence de la surface du potentiel du champ créé par toutes les autres ions présents dans la solution. Dans le cas qui nous concerne, ce terme n'est pas essentiel puisque après substitution de 158 5 dans 158, 4, il se trouve éliminé du fait de la neutralité électrique de la solution, c'est-à-dire sigma Ca fois Za égale 0, et par la suite, sigma de Za fois D de Ca est égal à 0. Après l'intégration de l'équation 158, 4, on trouve ainsi D de alpha égale epsilon fois 1, facteur epsilon moins 1 plutôt, fois E carré, divisé par 4 epsilon facteur epsilon plus 1 fois le volume moléculaire fois la somme sur toutes les sortes des ions de logarithme népérien de 1 sur kappa fois
AA fois donc la différentielle de ZA au carré fois CA. Le fait que l'intégrale est divergente aux deux limites confirme l'assertion concernant le domaine d'intégration qui a été avancée plus haut. Pour limite supérieure, on a choisi tout naturellement le rayon de Debye 1 sur kappa. Et pour limite inférieure, une quantité AA qui est de l'ordre des dimensions atomiques, mais qui est différente pour différentes espèces d'ions. Puisque kappa carré est proportionnel à la somme sigma ZA fois CA, on voit que l'expression obtenue est une différentielle totale et se laisse donc intégrer directement et on obtient finalement la différence donc de la tension superficielle sigma plutôt alpha moins alpha 0 égale epsilon moins 1 facteur E carré divisé par 8 epsilon facteur epsilon plus 1 fois V, le volume moléculaire de la solution, epsilon la constante diélectrique du solvant, E la charge élémentaire, fois sigma A de CA fois ZA carré, fois le logarithme népérien de lambda A fois ZA carré, divisé par la somme, bien sûr, sur toutes les sortes des ions B de Cb, leur concentration fois leur valence Zb au carré, où alpha 0 est la tension superficielle du solvant pur et oméga A sont des constantes sans dimension. Cette formule est la solution, bien sûr, du problème posé. On notera que la dissolution d'un électrolyte fort fait croître la tension superficielle des liquides. Alors, c'est une leçon très intéressante. Je dois donc donc terminer, ajouter que la théorie d'Onsager a été développée aussi pour le calcul de la mobilité des ions, des électrolytes forts, ainsi que leur conductivité. On trouve dans ce cas donc une dépendance linéaire entre la conductivité et la racine carrée de la concentration ou bien de la force ionique, à l'opposé des électrolytes forts. On trouve donc la courbe de la dépendance de la conductivité avec la racine carrée de la concentration, donc une courbe hyperbolique. J'espère donc que cette leçon soit attrayante pour vous. Merci pour votre attention et attendez-nous dans une prochaine vidéo.